Vous savez, nous parlons de Brexit, mais en fait, il faudrait parler de l'effondrement ou de l'éclatement de l'Union européenne. Il faudrait le voir de ce point de vue-là, puisque l'Union européenne venait de perdre sa principale place financière, sa principale puissance militaire, son deuxième contributeur net. C'était une catastrophe pour l'Empire de perdre une province aussi importante. Ça croit que la BBC était objective ? Elle n'est absolument pas objective, mais pour une fois, elle l'a été. Ah oui ? Elle l'a été pendant la campagne, oui. Donc affirmer que le Brexit serait une sorte de spasme populiste, une sorte de refus où les Anglais auraient perdu la tête parce que ceci ou cela, c'est une lecture profondément fausse. Et en plus, bien sûr, qui agite la politique britannique depuis au moins le traité de Maastricht. Et donc, l'identité britannique, et là aussi je reviens à Farage, qui lui est anglais, il n'est pas britannique, il est anglais. Oui. Cette identité est encore une fois très étroitement liée à ce projet impérialiste, pour lequel l'Angleterre se projette tellement dans le monde qu'elle finit par se dissoudre presque dans ce projet impérialiste et ensuite mondialiste. La déclaration Schuman du 9 mai 1950 n'est absolument pas le début de la construction européenne. Bien au contraire, la première institution européenne est créée le 5 mai 1949 pour entrer en vigueur le 5 mai 1950. Il s'agit du Conseil de l'Europe. Les Européens pensent toujours qu'ils sont porteurs des meilleures valeurs, etc. Valeurs qui d'ailleurs aliènent de plus en plus le reste du monde, de pans entiers de l'Afrique par exemple, de l'Asie, sans doute aussi de l'Amérique latine, sont aliénés par nos valeurs dites libérales et démocratiques. Et surtout qu'en plus on les impose même pas, on arrive, on balance des bombes, ça marche pas, donc on se casse, et voilà. Puis, finalement, à part des McDonald's, ils ont rien de nouveau, quoi. Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian, nouvel invité, c'est la première fois qu'il vient faire un passage dans l'émission. Bonjour John Lockland. Bonjour Greg. Alors vous avez été souvent présenté en Angleterre comme l'un des piliers intellectuels du Brexit. Je pense que votre humilité britannique toute naturelle aura une tendance à partager, on va dire, le mérite de façon plus collective. Mais est-ce que vous trouvez que cette appellation vous correspond ? Et c'est surtout une façon de vous demander, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas ? Alors, je pense que le compliment est excessif. Il a été fait par un député, par un ministre pour l'Europe travailliste, ancien diplômé de l'ENA, donc un des rares Britanniques qui avait fait ses études en France, un type absolument abominable de mon point de vue, qui en plus avait fait de la prison après pour corruption. Donc j'ai été adoubé par... on ne peut pas demander mieux. Il m'avait appelé effectivement l'un des architectes intellectuels du Brexit. Je pense que c'est excessif. Il est vrai que j'ai beaucoup travaillé cette question. Je la travaille depuis le traité de Maastricht, depuis les années 90. En collaboration, par exemple, avec un député conservateur. J'ai écrit des livres sur le sujet, j'ai fait beaucoup de conférences. Vous me demandez ce que je suis. Je suis actuellement, et cela depuis quelques années, chargé de conférences en sciences politiques à l'ICES, l'Institut catholique de Vendée. Et je suis par ailleurs conseiller politique pour un parti politique néerlandais, le Forum pour la démocratie, qui est présidé par mon ami Thierry Baudet, qui est, à ma connaissance, le seul parti en Europe, ou l'un des très rares partis, qui milite ouvertement pour, en l'occurrence pour le Nexit, donc pour la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Donc c'est une question, voilà, Nexit. Donc c'est une question qui m'intéresse effectivement depuis de nombreuses décennies. D'accord. Et vous avez enseigné plein d'autres endroits, je crois. Oui, j'ai enseigné, y compris à Sciences Po Paris, à Paris 3, etc. D'accord. Le Brexit, c'est le sujet dont on va parler un petit peu aujourd'hui. J'aurais aimé qu'on fasse un peu une rétrospective de ce Brexit, de comment cette idée a germé dans la société britannique, quelle a été l'évolution du débat public autour de cette question-là. Alors, en règle générale, quand on regarde les réactions des gens en France, par exemple, par rapport au Brexit, c'est assez divisé. D'un côté, les souverainistes sont divisés entre ceux qui disent que c'est génial, que ça a tout changé, que ça a permis à l'Angleterre de renaître, notamment économiquement, puis d'autres plus modérés ou peut-être plus réalistes disent que ça n'a pas changé les choses tant que ça
Et puis les anti-Brexit aussi sont divisés entre ceux qui disent que ça aurait détruit l'Angleterre et ceux qui, peut-être plus cyniques, se vantent d'avoir fait échouer ce projet. Qui a raison dans l'histoire? Est-ce que le Brexit a réellement eu lieu? Il n'a pas vraiment eu lieu dans la mesure où, depuis maintenant 4 ans, aucune loi européenne n'a été abrogée en Angleterre. C'est-à-dire que les 47 ans de jurisprudence de l'Union européenne restent en vigueur au Royaume-Uni. Alors Rien que du tout, n'est-ce pas? rien du tout. Madame May avait promis un feu de joie de toutes les lois européennes. Et en fait, ce que nous observons depuis maintenant la chute de Boris Johnson en 2022, c'est au contraire la revanche de l'establishment britannique. Parce qu'il faut être lucide, et on ne l'est pas très souvent en France, puisque justement les opinions sont divisées entre les pour et les contre, ce qui est naturel. On dit, je fais allusion au fait que l'on dit, oui, les Anglais n'ont jamais voulu, etc., ont toujours voulu garder un pied à l'extérieur. La réalité, c'est que l'establishment britannique est à 99% favorable à l'Union européenne. Et c'est cet establishment, cette classe politique, le Parlement, les députés, la fonction publique, les médias, le système juridique, et j'en passe, est tout aussi unanimement, ou presque unanimement favorable à l'Union européenne qu'en France, que leurs homologues en France. Il y a des différences. La différence principale, c'est que la classe politique, alors elle n'est pas unanimement favorable à l'Union européenne, mais pour l'establishment, pour les médias, etc., le système judiciaire, c'est à 99%. La différence, justement, c'est qu'au Royaume-Uni, la classe politique, et cela depuis les années 70, et puis même d'ailleurs avant l'adhésion en 73, a toujours été divisée. Les divisions ont changé, et elles ont évolué avec le temps, c'est-à-dire que dans les années 70, il y avait encore une division au sein de la gauche. Le Parti travailliste, par exemple, avait voulu, dans un premier temps, militer contre l'adhésion à la communauté économique européenne, pour ensuite retourner sa veste. Et ensuite, la division est passée à droite. Dans les années 70, les conservateurs étaient tous favorables à l'Europe, comme les chrétiens démocrates en Allemagne ou comme le parti de Valéry Giscard d'Estaing en France. Alors que, comme tout le monde sait, c'est à droite que le souverainisme s'est manifesté en Angleterre, auprès le centre-droite, le parti conservateur. Donc la classe politique n'a jamais été aussi unanimement en faveur. Et puis des partis aussi de l'industrie, y compris de la City de Londres, ont été elles aussi divisées sur cette question. Mais ce que nous observons depuis avant la chute de Boris Johnson, mais en tout cas depuis les dernières 2 années, c'est la revanche, je dirais, de l'establishment sur ce qui est perçu par lui comme une erreur, comme une grosse erreur. Les Anglais n'auraient pas dû voter pour le Brexit, et donc on essaie de récompenser en ne pas abrogeant des lois européennes, et en matière de politique étrangère, en se profilant, et tous vos spectateurs l'auront remarqué, en faisant en sorte que le Royaume-Uni se profile comme plus engagé encore dans les questions sécuritaires en Europe, n'est-ce pas, qu'avant. Ah, c'est-à-dire que vous pensez que le fait que le Royaume-Uni soit probablement l'un, avec les Polonais, des pays les plus, presque, on ne voudrait pas dire russophobes à ce niveau-là, serait en fait une volonté de rattraper l'erreur du Brexit vis-à-vis de la technocratie européenne en faisant des caisses. Et d'ailleurs, cela, je le dis depuis bien avant le Brexit, puisque au moment où Madame May, l'ancien Premier ministre, a déclenché le processus en mars 2019, au moment où le Royaume-Uni a formellement annoncé son intention de quitter l'Union européenne, elle avait écrit une lettre au président du Conseil européen dans laquelle elle évoque le rôle en matière de renseignement et en matière militaire que le Royaume-Uni entendait continuer à jouer. Et cette phrase dans la lettre a été comprise comme une menace en quelque sorte. Donc vous nous donnez le libre-échange et nous on vous donne notre armée et nos services de renseignement. Donc, depuis le début, je dirais, depuis le début du processus,
effectivement, l'establishment a voulu mettre la puissance militaire et de renseignement britannique dans la balance. Et nous le voyons avec la guerre en Ukraine. The aggression that we have seen by Russia in this country cannot be allowed to stand, and that we will never accept the annexation of the Crimea. And far from it, we think, and I'm delighted that you made that point, Pavlo, we think, that if anything, that the pressure on Russia should be intensified rather than the reverse. Our view in London is that the security of Europe is absolutely indivisible. The UK provides about 25% of Europe's military spending, and we regard this area as part of our duty to defend and to protect. And as you know very well, when an aggressor meets irresolution and lack of resistance, that aggressor will be only emboldened. That's why it's so important to support our friends here in Ukraine, to make the point that we are determined to back them in their resistance, and that they can count wholeheartedly on the UK. And as you know, we may be leaving the EU, but we are not leaving Europe. Ah, quelque chose qui est intéressant, c'est que vous venez de dire justement que 99% de l'establishment au Royaume-Uni était contre le Brexit. Oui. Et pourtant, vous rejetez l'interprétation qu'en fait Emmanuel Macron, notre Gauleiter, notre président Emmanuel Macron, j'ai du mal à le dire. Manager de la branche régionale. Exactement, voilà, de BlackRock. De Davos. De Davos. Oui, et pourtant, quand Emmanuel Macron dit dans ses vœux en 2020, fin 2019, que le Brexit, c'est les gilets jaunes des Anglais. Non, il n'a pas dit ça. Vous êtes en désaccord. Alors que vous dites, il y a 99% d'une classe politique élitaire qui était favorablement le truc. Oui. On aurait envie de voir justement la même chose. Alors, je précise ma pensée. Les médias, le système judiciaire, une grande majorité au Parlement, la fonction publique était hostile au Brexit. Par contre, la division pro ou anti-Brexit a divisé la société britannique du haut en bas. Donc, on ne peut pas simplifier les choses excessivement pour présenter le Brexit comme une rébellion des gens, des sans-dents, des gens qui ne sont rien, pour citer encore Emmanuel Macron, contre un establishment. Il y avait bien sûr aussi cet élément, mais il y avait, et c'est absolument l'essentiel, je parlais tout à l'heure des divisions au sein de la classe politique, il y avait surtout un parti conservateur qui, lui, avec l'élection de Boris Johnson en 2019... Boris Johnson is elected. Il est le nouvel homme fort du Royaume-Uni. Boris Johnson a un peu plus de 3 mois devant lui pour mener à bien sa principale mission, le Brexit, qu'il compte bien boucler le 31 octobre, coûte que coûte, selon ses propres termes. Nous allons rendre de l'énergie au pays. Nous aurons le Brexit le 31 octobre et nous allons profiter de chaque opportunité dans un nouvel esprit où tout est possible. Une sortie de l'UE qui inquiète les dirigeants européens, à commencer par Emmanuel Macron qui recevait à l'Elysée Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Partisan d'une ligne dure, le président français s'est dit impatient de se mettre au travail avec le nouveau Premier ministre britannique. Sa crainte que le divorce entre Londres et Bruxelles, déjà prévu pour mars dernier, ne soit à nouveau reporté. Le Parti conservateur, finalement, après 30 ans de lutte interne, intestine au sein du Parti conservateur, parti dont je vous rappelle qu'il est quasiment hégémonique en Angleterre, puisque les parenthèses de gouvernement travailliste ne sont effectivement que des parenthèses. Elles peuvent durer. Un peu comme en France avec la gauche, quelque part. On l'a eu 2 fois. Oui, voilà. Pas plus, voilà. Ouais, donc, il a fallu une lutte interne au Parti conservateur qui a fini par le remporter avec l'élection de Boris Johnson, qui par la suite a beaucoup déçu, bien sûr, mais sa victoire en 2019, c'était bien cela. D'ailleurs, je renvoie aussi au référendum de 2016. En juin 2016, et dans les mois qui ont précédé le vote, 6 ministres au cabinet, au Conseil des ministres, ont fait campagne pour le Brexit. 6 ministres en fonction.
C'est inimaginable en France. En France, bien sûr. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec son président, qui continue à exercer. Voilà. Donc il y a eu six ministres qui ont fait campagne parce que le parti avait décidé, le gouvernement avait décidé de faire en sorte que les ministres puissent s'exprimer. Et donc ils étaient 6. Alors 6 sur 25 ou 30, je crois, au sein du Conseil des ministres, ce qu'on appelle le cabinet. C'est pas énorme, mais cela est quand même un phénomène à remarquer et à retenir. Ça s'appelle la démocratie, pour ceux qui sont favorables. Et donc, il y a, dans le Brexit, il y a, un élément populiste, pour employer un terme que je n'aime pas trop, incontestablement, mais il y a aussi un élément constitutionnaliste absolument majeur. Les parlementaires, notamment conservateurs, notamment celui pour lequel j'ai travaillé dans les années 90, Bill Cash, a axé son argument sur le constitutionnalisme, sur l'indépendance du pays, sur la souveraineté du Parlement, la souveraineté nationale. Et donc les arguments étaient variés, mais présenter le Brexit comme les Gilets jaunes, c'est-à-dire comme une jacquerie, comme une rébellion des exclus ou de l'Angleterre périphérique, c'est du très grand n'importe quoi au sens objectif. Aucun lecteur, aucun étudiant de la politique ne pourrait dire une chose aussi stupide. De toute façon, cela supposerait que la majorité des Britanniques seraient des exclus ou seraient en quelque sorte périphériques, ce qui vide de tout sens, bien, par définition, la notion de périphérique. Oui, du coup. Donc, ils sont majoritaires, c'est pas les... Oui. Voilà. Et présenter donc cet événement comme une jacquerie ou comme le disait Emmanuel Macron, le fruit de beaucoup de mensonges et de fausses promesses. À minuit, ce 31 janvier, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Le peuple britannique a en effet pris une décision souveraine lors du référendum de juin 2016. Cette décision, nous devons la respecter et la France l'a toujours respectée. Ce départ est un choc. C'est un signal d'alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos pays, être entendu par l'Europe tout entière et nous faire réfléchir. Car en effet, pour la première fois en 70 ans, un pays quitte l'Union européenne. Je ne veux pas revenir ce soir sur les raisons de ce vote, et ce n'est d'ailleurs pas ma place ou mon rôle, mais je me souviens combien la campagne de 2016 a été faite de mensonges, d'exagérations, de simplifications, de chèques qu'on a promis et qui n'arriveront jamais. C'est profondément faux, d'abord parce que sociologiquement, il y avait de tout dans le Brexit, et puis surtout, je dirais, parce que les Britanniques ont voté non pas une fois pour le Brexit, mais 3 fois, ou 4 fois en fait. Ah bon ? Ils ont voté en juin 2016 au référendum. Ils ont voté aux européennes de mai 2019, où le parti du Brexit, le parti de Nigel Farage, a été élu avec plus de 30% des suffrages. Vainqueur par chaos du week-end électoral au Royaume-Uni, Nigel Farage entend bien faire entendre sa voix au cours des négociations sur le Brexit. Son Brexit, le parti créé spécialement pour les européennes, a asphyxié les travaillistes et écrasé les conservateurs. Avec plus de 30% des suffrages, le mouvement radicalement anti-européen continuera de militer pour un no deal brutal. Beaucoup des hommes et des femmes qui ont été élus sur la liste du parti Brexit sont des hommes et des femmes d'affaires, avec une expérience considérable. Nous demandons à être associés aux négociations pour nous assurer que la sortie aura bien lieu le 31 octobre, en suivant les règles de l'OMC ou d'autres. C'était le parti, non seulement ils ont battu les conservateurs au pouvoir qui étaient à 9, mais le groupe parlementaire du parti du Brexit au Parlement européen était le plus grand groupe au Parlement européen, plus grand encore que les chrétiens démocrates allemands, pour montrer l'échelle de cette victoire. Et bien sûr, dans les européennes, il s'agissait de cela, il s'agissait de réaliser ou non le Brexit. Donc les Britanniques ont voté en mai 2019, et puis en décembre 2019, après la démission de Mme May, en mai justement après ces élections européennes, puisque jamais le Parti conservateur n'avait atteint 9%. Ah ouais, jamais. Le score le plus bas
dans l'histoire, avant les 9%, c'était 24% dans les élections municipales sous John Major dans les années 90. C'est vrai que dans 9 pays où il y a essentiellement 2 partis, c'est vrai qu'imaginer qu'il y en a un qui fait 9, voilà, c'est quand même compliqué. Et donc, il y a eu donc l'histoire est très longue, mais il y a eu un blocage parlementaire pendant l'automne 2019, et ensuite, finalement, après très longtemps, des législatives en 2019, où Boris Johnson étant devenu le Premier ministre et le patron du Parti conservateur, a fait campagne sur le Brexit. Et les Britanniques ont massivement plébiscité le Brexit lors de cette élection-là aussi, donnant une majorité absolue de 80 sièges aux conservateurs en décembre 2019. Donc on peut très clairement dire qu'à 3 reprises, il y a eu un scrutin national sur cette question-là, et à chaque fois, le résultat était le même. On pourrait d'ailleurs aussi rajouter les élections législatives de 2017, élections législatives anticipées qui avaient été convoquées par Mme May, qui ont été un échec pour elle, mais tous les grands partis, sauf les libéraux-démocrates qui avaient 10 sièges au Parlement, s'étaient engagés à respecter le résultat du référendum de 2016. Donc on pourrait considérer, même si ce n'était pas encore vraiment l'enjeu, mais on peut considérer que tous les grands partis, avec une seule exception, s'étaient engagés à respecter le résultat. Donc affirmer que le Brexit serait une sorte de spasme populiste, une sorte de refus où les Anglais auraient perdu la tête parce que ceci ou cela, c'est une lecture profondément fausse. Et en plus, bien sûr, qui fait abstraction du long terme, puisque ça fait 30 ans que cette question, non pas peut-être la question du Brexit en tant que telle, mais la question européenne agite la politique britannique depuis au moins le traité de Maastricht, et d'une certaine façon depuis bien avant. Et ça, on aura l'occasion de le développer, justement, toute cette histoire. Vous avez parlé de Nigel Farage, vous avez parlé de Boris Johnson, de la déception Boris Johnson. Il faudra peut-être expliquer en quoi, justement, il a trahi ces promesses-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu finalement 2 Brexit? Oui, alors celui de Farage et celui de Johnson. Est-ce que c'est le même? La question est parfaite, et effectivement, c'est ce que je dis dans les cours que je dispense sur le Brexit. On peut parler de 2 Brexit. J'ai souvent été en face d'amis français qui m'interrogent sur le Brexit. Est-ce que ce n'est pas un repli sur soi, etc. Il faut comprendre que l'axe principal, ou l'un des 2 axes principaux du Brexit, est celui de Boris Johnson, porté par Boris Johnson, porté par le Parti conservateur, qui était d'ailleurs la campagne officielle, puisque dans le système électoral pour les référendums, il y a une campagne qui est désignée par la commission électorale comme étant la campagne officielle. D'accord. Et c'était celle que menait Boris Johnson, donc le Parti conservateur. Farage, lui, a mené sa propre campagne en parallèle. Et je réponds à ceux qui disent que le Brexit a été un repli, un renfermement sur soi, etc., caricature macronienne, en disant que non, le Brexit, pour ces gens-là, c'est un autre mondialisme. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, on a du mal à comprendre, puisque la France, depuis Jean Monnet, les Français qui sont favorables à cela veulent que la France se projette dans l'Europe. L'Europe, pour cet esprit-là en France, c'est la France en plus grand, n'est-ce pas? Donc la France, ou les pro-européens français considèrent que leur pays augmente en puissance, en profil, en rayonnement, etc., n'est-ce pas, par l'Europe. Voilà, ça c'est leur réflexe. Le réflexe britannique, il est absolument le contraire. L'Europe est trop petite pour le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni est une puissance mondiale. L'Empire britannique, c'est le plus grand empire de toute l'histoire. Un quart de la planète. Un quart de la planète, un quart de la population, dans les années 20 du XXe siècle, avec des prétentions de faire un condominium avec les États-Unis pour en gouverner, non pas le quart, mais la moitié. Le Commonwealth of Nations a été créé après la Première Guerre mondiale, en 1926, lors du processus de décolonisation de l'Empire britannique. Dans les années 1920, l'Empire britannique est au zénith de son influence. Il règne sur le quart des terres émergées et le quart de la population mondiale. Il perd ensuite peu à peu ses colonies. Le Commonwealth of Nations est formalisé par la Déclaration de Londres de 1949. Il est aujourd'hui connu sous le nom raccourci de Commonwealth.
L'organisation à la tête de laquelle se trouve le roi Charles III regroupe 56 pays membres, dont l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud ou encore l'Inde et le Pakistan. Seuls 4 d'entre eux n'ont pas été sous l'emprise de la couronne. Le Mozambique, le Gabon, le Rwanda et le Togo. Et donc, il y a dans l'identité nationale britannique déjà des éléments de mondialisme. Et le Brexit, on va dire, de Boris Johnson, c'est un Brexit mondialiste. C'est un mondialisme plus grand encore que celui de l'Europe. Oui. Farage, lui, incarne le contraire. Lui, il incarne un Brexit, on va dire, plus gilet jaune, si vous voulez. C'est un homme très intelligent, que je connais aussi, je connais les deux. Farage incarne, lui, on va dire, le côté plus populiste, le plus enraciné, le plus identitaire. Et j'attire souvent l'attention de mes étudiants et de ceux qui veulent bien m'écouter sur le fait que Boris Johnson est né à New York. Il avait jusqu'en 2016 la nationalité américaine. Il avait la double nationalité. Donc il incarne ce mondialisme. Ses ancêtres viennent de l'Empire ottoman. Il a une ascendance très exotique. Son grand-père ou arrière-grand-père était le dernier ministre de l'Intérieur de l'Empire ottoman. Donc c'est quelqu'un qui, dans ses veines, étant né à New York et ayant ses antécédents un peu étranges, ottomans, c'est quelqu'un qui est par définition porté vers le mondialisme. Et c'est lui qui avait, entre autres, soutenu le slogan Global Britain, l'Angleterre mondiale ou mondialiste. Farage, lui, est anglais. Il est très anglais, malgré son nom à consonance française. Il vient du Kent, donc du sud de l'Angleterre. Il est souvent, on le voit souvent en photo avec une pinte de bière et une cigarette, etc. Donc c'est quelqu'un qui, lui, a une identité beaucoup plus identitaire, beaucoup plus enracinée. Et donc il y a effectivement 2 Brexit. Et c'est malheureusement celui de Boris Johnson qui a fini par gagner. Ce Brexit-là, il est incarné aujourd'hui par l'actuel Premier ministre, Rishi Sunak. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. Qui est né en Angleterre, mais de parents indiens immigrés de l'Afrique orientale. Ce sont des Indiens qui ont été chassés sous Idi Amin. Et sa femme est indienne de l'Inde. Donc il incarne, lui, Rishi Sunak, justement cet empire britannique qui était un premier mondialisme. L'empire britannique était un premier mondialisme. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ce peuple britannique qui a été, en train de tiendrait par rigueur, vous venez de le dire lui-même, qui a planté les germes de la mondialisation, du mondialisme, comment peut-il se retrouver à rejeter l'Europe qui est l'incarnation du projet mondialiste et du projet fédéral? Moi, en tant que Français là, Farage, je comprends. C'est l'enracinement, le populisme, la terre, les prolos contre les technocrates, contre Bruxelles, contre l'élite. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un mondialiste peut se dire le Brexit peut être bon pour le projet mondialiste. Je pense que c'est parce que ces gens-là ont perdu, et cela depuis assez longtemps, le sens de l'État. Il y a en France, malgré tout, encore un sens de l'État, je trouve. J'ai l'impression qu'au contraire, les Britanniques, ces Britanniques-là, ont perdu le sens de l'État. Pour eux, leur pays, parce qu'il y a quand même, et ça il faut le dire aussi, il y a quand même un sentiment national à l'Angleterre. Et c'est ça d'ailleurs, vous alliez m'interroger sur les raisons pour lesquelles, pourquoi les Britanniques, etc. Eh bien, cela est lié au fait que, contrairement à tous les autres pays européens, à tous les pays du continent, la Seconde Guerre mondiale n'a pas abîmé le sentiment national en Angleterre. Le sentiment national... C'est ça, c'est ce que vous dites, c'est que c'est le seul pays européen où le sentiment national n'a pas été altéré. Il a été au contraire renforcé, puisque l'Angleterre s'est retrouvée seule après juin 40. Cela correspondait parfaitement à tout le mythe de l'isolement splendide, l'île forteresse, etc. Donc cela résonnait avec, cela faisait vibrer, n'est-ce pas, l'identité nationale. En plus, Churchill, Churchill, dont je vous rappelle qu'il était lui aussi moitié américain, puisque sa mère était américaine, il avait quand même, malgré cela, il venait
du côté paternel d'une très grande famille ducale, le duc de Marlborough ayant remporté des victoires très importantes pendant la guerre de 7 ans au XVIIIe siècle. Donc c'est quelqu'un qui était malgré sa mère américaine très enraciné dans l'histoire anglaise, et il a pu, par son talent d'orateur, faire vibrer le sentiment national. Et ce sentiment national, c'est en gros, pour faire court, c'est ce qui nous a donné la victoire. Alors qu'en France, en Allemagne, dans tous les pays, pour différentes raisons et à différents degrés, eh bien, le sentiment national a été évidemment sorti de la guerre très abîmé. Et donc les Européens du continent avaient besoin d'une identité de substitution. Ce qui n'a pas été le cas dans l'Angleterre. Ce qui n'était pas le cas en Angleterre. Par contre, cette identité, ce sentiment national qui reste, on va dire, plus ou moins intact, quand on retrace l'histoire, puisque je dispense aussi un cours effectivement sur le nationalisme anglais, quand on retrace l'histoire de ce sentiment national, il est depuis des siècles et des siècles quand même très intégré à un certain mondialisme. Il faut savoir qu'au moment où les couronnes d'Angleterre et d'Écosse ont été unies dans la personne de Jacques Ier d'Angleterre, Jacques V d'Écosse en 1603, la première colonie américaine est fondée en 1607, c'est-à-dire 4 ans plus tard. C'est-à-dire que l'unification de la Grande-Bretagne en union personnelle au tout début du XVIIe siècle se conjugue chronologiquement avec la première implantation outre-Atlantique. Et donc l'identité britannique, et là aussi je reviens à Farage qui lui est anglais, il n'est pas britannique, il est anglais. Oui. Cette identité est encore une fois très étroitement liée à ce projet impérialiste pour lequel eh bien, l'Angleterre se projette tellement dans le monde qu'elle finit par se dissoudre presque dans ce projet impérialiste et ensuite mondialiste. C'est fascinant d'arriver comme ça à combiner identitarisme fort, absence de complexe vis-à-vis de sa fierté nationale et mondialisme, quoi. C'est vraiment étonnant. On va rentrer un peu justement dans cette histoire du Brexit et on va avoir le temps de développer. Très simple. Le Brexit est l'aboutissement d'un projet politique. Quand est-ce qu'il naît, ce projet politique? Quand est-ce que commence à germer l'idée d'un Brexit réellement? Vous avez parlé de Maastricht, mais je crois même que vous faites remonter ça. Oui, on peut le faire remonter plus loin. Vous avez vu dire dans un entretien même 48. Je ne sais plus pourquoi. Alors, il y avait bien sûr Oui, on peut le faire remonter à 48 parce que c'était en 1948 que Winston Churchill a... je ne sais pas s'il l'a présidé, mais il a dominé le congrès de l'Europe à La Haye. Dans l'historiographie officielle de l'Union européenne, on parle de la déclaration Schuman comme le début de la construction européenne. Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Ça, c'est l'européiste ce sont les européistes qui le disent. La déclaration Schuman du 9 mai 1950 n'est absolument pas le début de la construction européenne. Bien au contraire, la première institution européenne est créée le 5 mai 1949 pour entrer en vigueur le 5 mai 1950. Il s'agit du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, cette petite institution qui dort au bord du Rhin, comme disait le général de Gaulle, a été créé dans la foulée du Congrès de l'Europe à La Haye, qui a eu lieu en mai 1948, qui a été dominé par la personnalité de Churchill et qui a été ensuite formulé dans le traité de Londres, négocié à Londres et sous influence britannique, et qui nous donne donc le Conseil de l'Europe qui, politiquement, ne fait rien. C'est-à-dire que le Conseil de l'Europe, c'est une victoire britannique, puisque justement les Britanniques voulaient bien le commerce, le libre-échange, etc., le marché européen.
mais n'ont jamais voulu, ni à droite ni à gauche, une Europe politique. Et les fédéralistes européens, soutenus par les Américains, parce que les Américains ont joué un rôle absolument décisif dans ces premières années, et d'ailleurs on va continuer à jouer un rôle décisif, voulaient, eux, une Europe fédérale, voulaient que le bloc occidental, que l'Europe occidentale soit unie militairement, politiquement et économiquement contre le bloc soviétique. Et donc, les Américains ont poussé les Européens fédéralistes, comme Jean Monnet et autres, Robert Schuman, à déclarer une fédération, à proclamer une fédération, justement pour marginaliser cette création britannique qui était le Conseil de l'Europe. Je vous rappelle que... C'est quoi? C'est les Français qui veulent couler le projet anglais En plus, il y a bien sûr la rivalité anglo-française. Donc les Britanniques avaient remporté une première victoire et voilà que Paris revient à la charge et crée donc la première communauté européenne qui est celle du charbon et de l'acier. L'Europe sortait de la guerre. Et de la Normandie à la Pologne, le spectacle était le même, celui des ruines. Pour qu'un tel désastre ne puisse se reproduire, des mouvements naissent pour promouvoir l'unité de l'Europe. L'union de l'ensemble de l'Europe. Et nous attendons avec confiance le jour où cette union deviendra réalité. Mais réunir une Europe constituée de pays démocratiques est vite apparu impossible. À l'est du continent, l'Union soviétique a installé un communisme autoritaire. Face à Staline, les Européens de l'Ouest s'appuient sur les États-Unis. À cette division Est-Ouest s'ajoute le cas des pays du sud de l'Europe qui connaissent l'instabilité ou des régimes autoritaires. On peut considérer que ça remonte à cela. Et effectivement, les Anglais n'ont jamais voulu d'une Europe politique. Ils n'en veulent toujours pas? Ils n'en veulent toujours pas. Ils ne l'ont jamais voulu. Et là aussi, c'est une grande différence avec la France. Quand le projet européen piétine en France, les hommes politiques français commencent à parler de l'Europe politique pour dire voilà, l'Europe, comme Macron, ça va nous donner une indépendance, la souveraineté européenne, etc. Ils mettent l'accent sur l'Europe politique. Jamais aucun homme politique anglais n'a jamais évoqué l'Europe politique. C'est la pire façon de le vendre. Cache, exactement. C'est ce qu'on a toujours caché. Ouais. Donc depuis des décennies, depuis 72, 73, quand 72 c'était la signature, 73 c'est l'adhésion, 1er janvier, toute la classe politique britannique fait tout pour cacher la dimension politique en disant non, c'est le commerce, c'est le marché, ça ne concerne pas la politique, etc. Alors cet argument devient de plus en plus difficile à soutenir à partir de Maastricht, puisque Maastricht crée évidemment la monnaie unique, donc fédéralise et centralise de façon absolument décisive. Et c'est à ce moment-là, entre autres, mais il y a eu bien sûr des gens qui étaient opposés à l'adhésion déjà dans les années 70 et qui faisaient campagne notamment à gauche, je l'ai dit. Mais progressivement à droite, au sein du Parti conservateur, eh bien, les gens vont se retourner contre le projet. La première étape, c'est le refus, déjà au moment de Maastricht, de signer pour l'abandon de la livre, puisque les Britanniques, sous pression des rebelles conservateurs, le gouvernement conservateur l'aurait sans doute signé, mais les rebelles pour lesquels je travaillais à l'époque ont dit en aucun cas vous ne signerez un traité. Et ce traité a été signé très à contre-cœur par ceux qui ont fini par le soutenir, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais avec cette fameuse dérogation pour la monnaie unique, dérogation qui sera ensuite confirmée, toujours à contre-cœur, sous le gouvernement travailliste qui arrive au pouvoir en 1997. Tony Blair, le Premier ministre europhile, voulait lui adopter l'euro, mais son chancelier, son ministre des Finances, y était opposé. Et donc, pour cette raison, effectivement, les Anglais n'ont jamais abandonné leur monnaie nationale. Au début des années 90, alors que la guerre froide prend fin, le traité de Maastricht va marquer l'Europe. Il institue une Union européenne entre les 12 États membres de la communauté économique européenne. Le traité de Maastricht, du nom d'une ville du sud des Pays-Bas, est entré en vigueur le 1er novembre 1993, il y a tout juste 25 ans.
Il est considéré comme le deuxième acte fondamental de la construction européenne après le traité de Rome de 1957. Les États membres des prospères communautés européennes devaient aller au-delà d'une simple coopération économique. La coopération devait avoir d'autres niveaux. Ce traité qui institue une union économique et monétaire donnera naissance à l'euro 10 ans plus tard. Il contribuera aussi à mettre en place une citoyenneté européenne et la libre circulation et permettra une coopération policière et judiciaire. Qui fait qu'en fait, les élites britanniques ne peuvent plus masquer au peuple ce qu'ils essaient de mettre sous tapis depuis des années, c'est-à-dire la dimension politique à terme et le caractère éminemment politique, c'est ça de la construction européenne. Cela a été lancé, cette opposition, cela a été lancé en septembre 1988 par Margaret Thatcher dans un discours qu'elle a prononcé au Collège d'Europe à Bruges, en Belgique. Le discours de Bruges est un très beau discours qui mérite d'ailleurs encore aujourd'hui la lecture, où elle dit « Nous sommes pour une coopération avec l'Europe, bien évidemment, puisque nous faisons partie du concert européen et nous l'avons toujours été. » Elle, parlant en 88, elle avait la lucidité de dire et la clairvoyance de dire que Varsovie, Budapest et Prague sont tout aussi européens que Berlin et Paris, alors qu'il y avait encore le rideau de fer. Donc elle envisage déjà la fin du communisme et la Grande Europe. Mais tout ce qu'elle disait, on peut le reprendre aujourd'hui. Et elle exprime à perfection la position britannique depuis toujours. C'est-à-dire oui à une Europe de la coopération, mais non à une Europe politique. Et donc, au fur et à mesure que l'Europe s'éloigne et abandonne de façon décisive toute possibilité d'une coopération entre États libres, entre États qui, voilà, le modèle intergouvernemental, eh bien, ça ne marche plus. Et l'engrenage en Angleterre fait que cela devenait de plus en plus difficile. Un autre jalon, c'était en 2010, au moment de Lisbonne, du traité de Lisbonne, qui renforce encore le caractère fédéraliste de l'Union européenne. Les conservateurs avaient promis un référendum sur ce traité, mais en opposition. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont une énième fois, comme d'ailleurs ils le font maintenant, une énième fois trahi leur propre électorat sur cette question. Et donc ils ont annulé le référendum qui était prévu, d'accord. Oui, voilà, ils avaient... c'est une histoire, c'est un peu détaillé, mais à la fin du processus de la ratification du traité de Lisbonne, il y avait encore la République tchèque avec son président Václav Klaus. Klaus était très hostile au traité de Lisbonne. Il a longtemps retardé sa signature. Comme chef de l'État, il fallait sa signature pour ratifier le traité. Il y a eu des négociations entre lui et les conservateurs en opposition. Et si Klaus avait pu dire que, attention, en Angleterre, ils vont faire un référendum dans les mois qui viennent, en 2010, il aurait pu ne pas signer. Mais William Hague, qui était à cette époque la porte-parole pour la politique étrangère, est allé à Prague. Il a dit non, en fait, nous allons abandonner cet engagement. Donc c'est une trahison pure et dure. Je le sais puisque je connaissais le président Klaus. Ce n'est pas lui qui me l'a dit, mais ses collaborateurs me l'avaient dit à l'époque. D'accord. On a marqué un peu justement la différence entre le Royaume-Uni et la France sur la façon, le rapport à la démocratie. Mais justement, est-ce que ce rapport différentiel, ce rapport différent que nous avons de part et d'autre de la Manche vis-à-vis de la démocratie, c'est aussi manifesté dans le débat public. Comment est-ce qu'il s'est passé ce débat public autour du Brexit? Est-ce qu'on a eu, comme nous avons eu par exemple en France, aujourd'hui il y a des gens qui ont fait des analyses des temps de parole médiatique à l'époque du traité de Maastricht. Les anti-Maastricht avaient, je crois, moins de 10% du temps d'antenne. Est-ce qu'en Angleterre, Non, le débat a eu lieu. Bien passé. Le débat s'est très bien passé en 2016. Faire croire que la BBC était objective? Elle n'est absolument pas objective, mais pour une fois, elle l'a été. Ah oui? Elle l'a été pendant la campagne, oui. Oui. Je n'ai jamais entendu de critiques. J'ai au contraire entendu des pro-Brexit dire que la BBC avait très exceptionnellement été neutre, comme cela est d'ailleurs dans sa charte, puisqu'il y a quand même théoriquement, il y a un engagement très fort pour la neutralité.
Non, ça c'est un autre argument d'ailleurs contre Emmanuel Macron, puisque le débat a été extrêmement riche, avec bien sûr beaucoup de temps de parole de part et d'autre sur les médias électroniques, mais aussi de très grands meetings, de très grands événements, parfois des débats contradictoires. Je me souviens d'un de ces débats qui a eu lieu à Hyde Park à Londres, avec des dizaines de milliers, je crois, de personnes sur la pelouse qui écoutaient les débats contradictoires, encore une fois, pas des meetings politiques avec un seul point de vue, mais au contraire des débats. Et puis, la participation en 2016, jamais autant de Britanniques ne se sont rendus aux urnes, jamais dans toute l'histoire du Royaume-Uni. Quelque élection que ce soit. Pour quelque élection que ce soit, en termes de chiffres absolus, c'est le plus grand exercice démocratique dans toute l'histoire. C'était combien de participation? Le taux était au-dessus de 75%. Mais je crois que le record concerne le nombre absolu. Oui, ok. Il me semble. Enfin, bon, en tout cas, un taux de participation très, très élevé, un débat très vigoureux, très vif, qui a divisé, je répète, les familles, les couples. Donc, faire de cela une rébellion sociologique d'une classe délaissée contre l'élite, c'est du très grand n'importe quoi. Comment a évolué aussi ce débat public, justement? Est-ce que, finalement, ça a peu bougé? C'est-à-dire que les rapports de force sont restés relativement constants? Ou alors, est-ce qu'il y a eu des moments où les Brexiteurs étaient en très grande minorité, puis ils sont remontés? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur les dernières semaines qu'on fait basculer? Est-ce qu'il y a eu des basculements de vote? Mais là, vous m'interrogez sur les sondages. Et d'ailleurs, les sondages aujourd'hui sont instrumentalisés par des extrémistes fédéralistes. Je pense à Guy Verhofstadt, député belge au Parlement européen, qui a trouvé quelque part un sondage qui montrerait que les Britanniques regretteraient le Brexit. L'échantillon pour ce sondage-là est de 1200 personnes, alors qu'il y a 35 millions d'électeurs au Royaume-Uni, dont je crois 20 millions, je ne sais pas combien d'électeurs se sont rendus aux urnes, mais nous avons affaire à des dizaines de millions d'électeurs. Et ces gens-là veulent nous faire croire qu'avec un échantillon de 1200 personnes, que l'opinion publique se serait retournée. Mais alors du coup, comment réagit? Donc il y a cette consultation populaire qui est organisée, les résultats tombent, les Anglais veulent complètement sortir. Comment réagit la classe politique? Comment réagit la classe médiatique? Est-ce que Yann Barthès se met à pleurer en direct? On entre là dans des détails, mais je pense que nos téléspectateurs se souviennent que le Premier ministre en fonction a démissionné. Là aussi, d'ailleurs, vous me parliez tout à l'heure de façon très gentille de la différence entre l'attitude vis-à-vis de la démocratie. Sur le continent, à Bruxelles, c'était du Brejnev. Rien ne change, surtout ne changez rien. Tout le monde reste en poste, personne ne démissionne, alors que l'Union européenne, objectivement, vous savez, nous parlons de Brexit, mais en fait, il faudrait parler de l'effondrement ou de l'éclatement de l'Union européenne. Il faudrait le voir de ce point de vue-là, puisque l'Union européenne venait de perdre sa principale place financière, sa principale puissance militaire, son deuxième contributeur net. C'était une catastrophe pour l'Empire de perdre une province aussi importante. N'est-ce pas? Mais personne ne bouge à Bruxelles. À Londres, le Premier ministre démissionne le lendemain. Et donc arrive au pouvoir une femme qui n'avait pas fait campagne pour le Brexit, qui s'était au contraire déclarée favorable au maintien. Première ministre le 13 juillet 2016, Theresa May connaît déjà son chantier principal et périlleux, le Brexit. Parce que nous sommes la Grande-Bretagne, je sais que nous relèverons le défi. Ce sera la mission du gouvernement que je dirige. Theresa May se pose alors en garante du Brexit, voté par le peuple britannique. Pourtant, elle y était opposée pendant la campagne du référendum. Reprendre le contrôle, ce n'est pas quitter le navire. Reprendre le contrôle, c'est être sûr que notre voix y soit entendue et qu'elle compte. À son arrivée à Downing Street, la conservatrice a déjà 30 ans de carrière politique derrière elle. En 1986, après des études de géographie à Oxford et un passage à la Banque d'Angleterre, elle est élue conseillère d'un district cossu londonien. Un poste
qu'elle occupera pendant 8 ans avant de devenir députée en 1997. Lorsque David Cameron arrive au pouvoir en 2010, il nomme Theresa May ministre de l'Intérieur. Elle le restera pendant 6 ans. Son intransigeance vis-à-vis de l'immigration illégale et des émeutes urbaines de 2011 lui vaut le surnom de Nouvelle Dame de Fer. 525 personnes ont été arrêtées, 100 personnes ont été traduites en justice. D'autres arrestations sont en cours. Theresa May aura affronté la tempête pendant les longs et éprouvants mois de négociations sur le Brexit. Des voix s'élèvent contre elle au sein de son propre parti conservateur. Les partisans d'une rupture nette avec Bruxelles lui reprochent d'être trop conciliante avec l'Union européenne. Par 3 fois, l'accord de sortie qu'elle a négocié avec Bruxelles a été rejeté par les députés britanniques, ce qui a contraint l'exécutif à repousser le Brexit initialement prévu le 29 mars au 31 octobre au plus tard et à organiser le scrutin européen en catastrophe. Son plan de la dernière chance prévoyait notamment la possibilité de voter sur un second référendum et le maintien dans une union douanière temporaire avec l'UE. Il a finalement précipité son départ. À vrai dire, la fonction publique ne s'était absolument pas préparée. Donc, en fait, on ne savait pas très bien quoi faire. On ne savait pas... Pourquoi ils s'étaient pas préparés? Parce qu'ils pensaient oui, voilà, que ça passerait pas. Sans doute. Voilà, sans doute. Et donc, la question s'est posée, est-ce que le Royaume-Uni va rester, par exemple, dans le marché unique ou dans comme c'est le cas pour la Norvège, par exemple, qui, elle, fait partie du marché unique, mais non pas de l'Union européenne? Ou est-ce qu'elle va rester, par exemple, dans l'union douanière, comme pour la Turquie et d'autres pays? Donc, ces questions-là n'avaient absolument pas été préparées en amont. Et cela explique en grande partie la grande déroute, la grande dégringolade qui a caractérisé son mandat. C'est ça, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'on a donc une nouvelle première ministre qui arrive et qui doit appliquer quelque chose auquel elle ne croit pas une seule seconde. Je sais pas, c'est comme si demain... Non, elle pensait... Marine Le Pen était Premier ministre et devrait, je sais pas, régulariser tous les sans-papiers, quoi. C'est ça. Mais elle le fait, quoi. Elle a considéré, et ça a été beaucoup dit... Comment elle a justifié ça? Elle a dit que... On dit d'elle qu'elle pensait que le Brexit était une erreur qu'il fallait gérer. Voilà, c'est comme ça qu'elle a abordé la question. Une erreur qu'il fallait gérer. Voilà. Et donc ensuite... Mais en fait, paradoxalement, elle a opté pour ce qu'on appelait, puisqu'on avait commencé à introduire des éléments de langage, un Brexit dur, c'est-à-dire une sortie et du marché unique et de l'union douanière, donc un Brexit net, et c'est ce qui s'est fait finalement. Mais avec un processus qui a duré jusqu'en 2019, qui a duré donc 3 ans, épouvantable, où Bruxelles a identifié le point faible, le point non seulement faible, mais le point névralgique, peut-être le plus douloureux de toute l'histoire britannique. Ah, c'est quoi le point faible des Anglais? Qui est la question irlandaise. Ah, c'est ça. Un point qui douloureux parce que pendant 20 ou 30 ans, il y a eu des troubles, ce qu'on appelle avec euphémisme des troubles en Irlande du Nord. Et Bruxelles a misé sur cette question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. C'est une frontière invisible que les habitants passent sans même s'en apercevoir. D'un côté, l'Irlande du Nord, partie intégrante du Royaume-Uni. De l'autre, la République d'Irlande, indépendante. Comme 30 000 autres frontaliers, J.J. O'Hara emprunte cette route chaque jour. Lui vit du côté irlandais. Là, on roule vers l'Irlande du Nord. On change de pays, mais la circulation est libre. Une frontière complètement ouverte. En Irlande, il n'en a pas toujours été ainsi. À Pettigo, 650 habitants, on se souvient des contrôles permanents. Traverser ce pont entre les deux pays a longtemps été une épreuve. Avant, quand on conduisait ici, la police pouvait vous arrêter, fouiller toute la voiture et faire sortir tout le monde. Ils étaient armés. C'était une autre époque. Une autre époque, celle que les Irlandais appellent pudiquement les troubles. Entre les années 60 et 90, 3 décennies d'affrontements entre unionistes protestants et républicains catholiques. Aux attentats protestants répondent des attentats catholiques. On tue dans les pubs, dans les restaurants, dans les rues. Le conflit fait 3500 morts, dont plusieurs dans le village. Des deux côtés de la frontière, aujourd'hui, les habitants sont décidés à tourner la page.
Si on remet des contrôles, ça va recréer des tensions, des problèmes, quoi qu'en disent les politiques. Ils ne savent pas ce que c'est de vivre sur la frontière. Cette frontière, la voici. 500 km de long, plus de 300 points de passage à surveiller en cas de Brexit sans accord. Pour éviter ce scénario, dans le projet d'accord actuel, l'Union européenne propose un mécanisme baptisé le backstop. Avec ce système, l'Irlande du Nord resterait alignée sur les normes européennes, sanitaires et fiscales. Les biens pourraient continuer à circuler librement avec l'Union européenne. Mais pour les partisans du Brexit, instaurer le backstop reviendrait à maintenir de fait l'Irlande du Nord au sein de l'Union européenne. Pour contraindre, ils ne sont pas parvenus, mais leur objectif, c'était de contraindre les Britanniques à rester au moins dans l'union douanière. Michel Barnier, qui était le négociateur pour Bruxelles, aurait dit je veux imposer aux Britanniques un deal, un accord si dur qu'ils regretteront le Brexit et qu'ils demanderont de réintégrer l'Union européenne. Et ils ont appuyé sur cette question de la frontière. Comment ça s'est... C'est-à-dire... et c'est ce qui s'est passé finalement après 3 ans d'agonie. L'Irlande du Nord, aujourd'hui encore, reste sous un régime différent de celui du reste du Royaume-Uni, avec notamment un droit de regard de la Cour de justice européenne. Donc il y a une partie du Royaume-Uni qui reste, ne serait-ce que de façon atténuée, mais qui reste, hélas, et je le déplore, sous la juridiction de la Cour européenne de justice. Parce que imaginez-vous l'horreur, la catastrophe qui interviendrait si une saucisse anglaise devait arriver en traversant la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, à pénétrer dans le sacré marché commun, vous voyez? Donc c'est de ce genre de choses que Bruxelles se préoccupe. Et quand Theresa May elle arrive et qu'elle doit donc appliquer ce truc auquel elle ne croit pas, est-ce qu'elle l'a appliqué honnêtement en reconnaissant le jeu de la démocratie, ou est-ce qu'il y a eu des tentatives du pouvoir britannique de saboter l'application du Brexit? Ou ils ont été réglo en disant « Ok, les Anglais veulent ça, on ne veut pas ». Non, le gouvernement, lui, a voulu faire le Brexit, a voulu réaliser le Brexit. Mais Madame May a été prise dans une opération de pincette, on va dire, entre son Parlement, qui, lui, était hostile au Brexit, en gros, ok. Enfin, hostile, on va dire, sans doute à un Brexit dur, et Bruxelles, qui, encore une fois, avait cette idée que Bruxelles allait imposer un deal trop difficile à accepter. Et donc, il y a eu une sorte de... C'était en fait un rapport de force triangulaire. Le gouvernement, lui, a voulu réaliser le Brexit. Mais ils ont failli ne pas le faire, ils ont failli ne pas y arriver, et c'était tout le drame qui est intervenu entre septembre et décembre 2019, où le nouveau gouvernement, cette fois-ci sous Boris Johnson, voulait faire voter un accord que Johnson avait renégocié. Il avait retoqué un tout petit peu cette question de l'Irlande du Nord. Le Parlement a fini par s'emparer de l'ordre du jour gouvernemental. Il y a eu une sorte de mini-coup d'État au sein de la Constitution britannique. Est au centre de la vie politique britannique depuis des siècles. Le Parlement ferme ses portes, contraint et forcé. La suspension de la vénérable institution jusqu'à la mi-octobre, imposée par le Premier ministre Boris Johnson, est entrée en vigueur. Un Parlement qui se livre depuis le début de l'année et même avant à une bataille de tranchées avec le gouvernement britannique. En janvier, puis en mars, sous la conduite de son président John Bercow, la Chambre des communes se rebelle et par 3 fois rejette la version du Brexit proposée par celle qui occupait alors le 10 Downing Street. Theresa May n'est plus là, poussée à la démission. Son successeur, malgré ses discours déterminés, le Brexit se fera à la date prévue, le 31 octobre, répète-t-il à l'envi, avec ou sans accord trouvé avec Bruxelles. Son successeur, donc, vient à son tour d'affronter la fronde des parlementaires qui veulent éviter le no deal jugé dangereux pour l'économie du Royaume. Boris Johnson a perdu en quelques jours sa majorité et peut-être sa crédibilité. Lâché par une partie de son camp conservateur, soumis à la pression de l'opposition, Johnson a coup sur coup vu les députés reprendre le contrôle de l'ordre du jour législatif, voter une loi l'obligeant à demander un nouveau report de la date du Brexit au 31 janvier, refuser d'organiser en l'état des élections législatives anticipées.
À la tête d'un gouvernement sans majorité, avec un Parlement qui dit non à presque tout, le Premier ministre veut profiter de la suspension qu'il lui a imposée pour faire aboutir le Brexit. Un Parlement qui ne reprendra ses travaux que 2 semaines avant la date cruciale du 31 octobre. 2 semaines, c'est peu et beaucoup à la fois. La guerre de tranchées est donc loin d'être terminée. Le Parlement, je crois que c'était en octobre 2019, a voté non seulement sur l'accord que le gouvernement avait négocié, mais aussi sur une dizaine d'options différentes. Une dizaine. Pas d'accord du tout. AELE, Association européenne du libre-échange, union douanière, marché unique, 2e référendum. Boris Johnson a perdu depuis début septembre 1-1 tous ses votes devant la Chambre des communes. Or, cet après-midi, le Premier ministre et ses ministres affirment qu'ils ont suffisamment désormais de soutien parmi les députés pour recevoir l'aval des fameux 320 députés, une majorité donc pour le plan de sortie de l'Union européenne. La réalité, le problème, c'est qu'on risque de ne jamais savoir si c'est le cas, car le président de la Chambre des communes, John Bercow, risque fort de renvoyer Jacob Rees-Mogg, le porte-parole du gouvernement conservateur, sur ses bancs à l'Assemblée, sans vote, parce que le gouvernement simplement refuse de prendre en considération, refuse de respecter les décisions prises par le Parlement. Samedi, le gouvernement a reçu un échec cuisant. Le Parlement a imposé au gouvernement de présenter chacun des textes de loi de ce fameux plan de sortie de l'Union européenne pour un examen minutieux devant le Parlement et quelques amendements possibles avant qu'un vote comme celui-là puisse avoir lieu. C'est un moment extraordinaire que je montre souvent à mes étudiants, où une dizaine de motions déposées par les uns et les autres sont votées. Aucune motion n'obtient la majorité. Donc, toutes les options sont refusées. Et l'accord, et le non-accord, et les autres accords hypothétiques, etc. Donc, il y a un système de blocage total qui intervient. Et à ce moment-là, Boris Johnson dit... Là, vous avez été très français pour le coup. Peut-être. Façon de bloquer le... Oui. Et Johnson dit, face à cela, face à ce refus de toutes les solutions possibles, il dit, on va faire des élections. Et cela devient, c'est vraiment le théâtre de l'absurde. Il demande des élections anticipées. Et donc, c'est le gouvernement qui propose de se dissoudre et de dissoudre le Parlement. Et l'opposition refuse. L'opposition a refusé à 3 reprises. À 3 reprises, l'opposition a voté la confiance au gouvernement. Pour les faire chier. Non, mais pour ne pas avoir des élections. Bien sûr. Puisque, en l'occurrence, le Parti travailliste avait compris que ce qui s'est passé en cas d'élections anticipées, il allait perdre. Et effectivement, les conservateurs ont été élus, je l'ai dit, avec une majorité absolue de 80 sièges. Et c'est comme cela que la chose a été finalement bloquée. Mais cela n'aurait jamais eu lieu si Nigel Farage, toujours lui, qui avait démissionné en 2016, il avait dit « J'ai accompli la tâche de ma vie ». Le lendemain du vote en juin 2016, il a dit « Je quitte la politique maintenant ». 3 ans plus tard, il est rentré en politique, il a effectué un retour en politique. C'est un phénomène, du point de vue d'un politologue, absolument fascinant. Il crée à partir de rien un nouveau parti, puisqu'il avait quitté son parti précédent, UKIP. Ce parti-là dérive vers l'extrême droite et devient anti-musulman, etc. et recueille 3% au sondage, donc s'effondre. Lui, avec la force de sa personnalité, il crée, début 2019, un nouveau parti qui s'appelle le Parti du Brexit, qui gagne, je l'ai dit, les élections européennes de mai 2019, avec plus de 30% des suffrages. Et il fait une chose absolument extraordinaire que les historiens devraient retenir, parce que c'est un moment inimaginable, incroyable en politique. Pour les élections législatives de décembre 2019, il annonce à quelques semaines du scrutin qu'il ne présentera aucun candidat dans les 300 et quelques sièges détenus par le Parti conservateur. Donc il retire ses troupes pour faire gagner le Parti conservateur. Et donc cette victoire de Boris Johnson en décembre 2019, et je l'ai dit moi-même personnellement à Nigel Farage, que je fréquentais à cette époque-là au Parlement, c'est sa victoire à lui. Parce que s'il avait mis, lui, ses 300 candidats en face des conservateurs, eh bien les conservateurs auraient très facilement perdu. Ah oui, d'accord.
Et justement, c'est une personnalité connue politiquement, Farage, en Angleterre, parce qu'en France, on le connaît peu. Il est un peu présenté comme chef de micro-parti, en vrai. Ben non, c'est une personnalité absolument dominante de sa génération. Mais il est vrai qu'il est très exceptionnel. Et là aussi, du point de vue de l'historien que je suis et du politologue que je suis, c'est absolument fascinant, puisque le système politique britannique, c'est avant tout le monde le sait, un système parlementaire. Oui. C'est le parlementarisme dans son expression, voilà, par excellence. Alors que Farage, lui, est sans aucun doute l'homme politique le plus influent de sa génération, qui a accompli cette chose, cet événement constitutionnel qui est le Brexit, qui est un événement majeur. On peut le comparer, ça a été comparé à la Révolution glorieuse de 1688, sans avoir jamais eu un seul député, et ni même un seul membre de la Chambre des Lords, pendant les 25 ans de son activité politique. Et comment on peut dire que ça a été un événement majeur si on dit en même temps que ça n'a rien changé? Non, mais rien n'a été fait avec cela, mais l'événement en soi, c'est extraordinaire de revenir sur 47 ans de non-souveraineté, puisque les pays membres de l'Union soviétique, c'est pas à vous que j'apprendrai, ne sont pas souverains, ne peuvent que très difficilement quitter l'Union européenne. Vous savez, nous parlons de Frexit. Nous parlons de Nexit ou de Frexit ou de Dexit. Je ne suis pas sûr que la France puisse quitter l'Union européenne. Le Royaume-Uni, lui, a quitté l'Union européenne selon le droit européen. Le Royaume-Uni a pris la décision, en 2019, de quitter l'Union européenne en suivant les traités, en obéissant aux traités. Oui. C'est l'article 50. Il y a dans l'article 50 une procédure qui dure 2 ans, etc. Le Royaume-Uni aurait pu tout simplement dénoncer le traité d'adhésion de 1972. Le Royaume-Uni aurait pu unilatéralement quitter, comme pour n'importe quel autre traité, alors qu'il a au contraire décidé de quitter l'Union européenne selon le droit européen. Si demain, en France ou en Allemagne ou dans d'autres pays, pour l'Allemagne c'est sûr, pour la France c'est probable, eh bien, dans la Constitution allemande, par exemple, l'Allemagne s'engage à œuvrer pour une Europe unie, dans la Constitution. Donc, il suffirait que les juges constitutionnels en Allemagne disent « Désolé, c'est dans notre Constitution, ou bien vous changez cet article-là, ou bien vous ne pouvez pas quitter ». Mais il y a dans la Constitution de la Ve République révisée, je pense qu'il y a aussi des clauses qui évoquent et qui pourraient très bien être exploitées par le Conseil constitutionnel et autres pour empêcher. Voilà. Oui, ils ont statué sur la devise française, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, en disant, en faisant abroger des lois parce qu'il y avait le mot fraternité dans la devise de la République et que donc, du coup, on ne pouvait pas faire ça parce que c'est pas de la fraternité. Enfin bon, on fait ce qu'on veut. Mais je pense qu'il y a, alors là, du coup, je n'ai pas l'article en tête, mais il me semble qu'il y a des moments où la Constitution révisée évoque l'appartenance de la France. Voilà. C'est pour ça que ça serait plus difficile. Est-ce que on a souvent entendu comme argument en France de la part justement, entre autres de la Macronie, pour construire son narratif anti-Frexit, que ça avait été une catastrophe économique pour le Royaume-Uni. Voilà, moi j'ai la réponse. Dans les rêves, de la. Mais est-ce que du coup ça a été quand même, ça a été bon pour l'économie anglaise, ça a été une catastrophe ou ça n'a pas finalement changé? Cela n'a rien changé pour la simple raison que le commerce transmanche, le commerce du Royaume-Uni avec l'Union européenne a en fait augmenté depuis le Brexit. La Macronie est une énième manifestation de la pensée socialiste qui croit que le commerce suit les ordres de l'État, que là où il y a un accord commercial, il va y avoir du commerce, et que là où il n'y en a pas, il n'y aura pas de commerce. Les importations chinoises au Royaume-Uni sont plus importantes que les importations françaises au Royaume-Uni. Est-ce que le Royaume-Uni a un accord commercial avec la Chine? Bien sûr que non. Le fait est que ces biens manufacturiers arrivent dans les ports anglais, comme d'ailleurs partout dans le monde, dans des containers absolument immenses. Les douanes en contrôlent peut-être 1%, et malgré la non-existence d'un accord commercial avec la Chine, l'économie britannique, comme l'économie de tous les pays, est dominée par les importations chinoises. Donc cette idée qu'il fallait
un accord ou un marché unique pour qu'il y ait un marché, c'est du très grand n'importe quoi. Vous croyez... Donc, objectivement, les chiffres le montrent. Le commerce continue à exister. Il est aussi important, il est même plus important qu'avant. Et puis juste après, il y a le Covid aussi qui arrive. Et... De toute façon, peut-être que le jeu est très faussé par le Covid. C'est très dur de lire, de tirer des conclusions. Non, mais il n'y a pas eu objectivement. L'économie britannique a de très grandes faiblesses, mais qui ne sont pas liées au Brexit. Donc je ne dis pas... Je pense que j'ai du mal sincèrement à juger, mais parler d'un effondrement, ça c'est... Oui. Vous savez, je ne vais pas très souvent en Angleterre, mais quand j'y vais de Paris, quand j'arrive à Londres, j'ai l'impression d'arriver dans une capitale par rapport à Paris. Paris est une ville paisible par rapport à Londres. C'est presque la capitale du monde, Londres. C'est une capitale internationale, beaucoup plus internationale encore que Paris. Quand je me rends dans le sud de l'Angleterre, ou même, je n'y vais pas très souvent, mais dans le nord de l'Angleterre, j'ai l'impression d'arriver en Suisse ou dans un pays richissime, avec une prospérité qui regorge de partout. Je n'ai absolument pas l'impression d'arriver dans un pays pauvre. C'est une économie qui a beaucoup de points faibles, avec par exemple une dette nationale trop importante, comme en France, une dette privée beaucoup trop importante, une économie qui est droguée sur l'immigration, avec des chiffres absolument inimaginables qui dépassent 1,4 million en visas. 1,4 million de visas délivrés en 2023. Donc, une économie qui est droguée sur l'importation de plus en plus grande de main-d'œuvre à bas coût, qui provoque des déformations économiques épouvantables et bien sûr des problèmes sociaux. Mais qui par contre est une économie, enfin un pays en tout cas, qui a malgré tout un certain dynamisme, une certaine flexibilité que par exemple la France a moins. Donc parler d'une catastrophe, encore une fois, ce sont les rêves d'une classe politique française totalement formatée. Et puis, pareil pour l'éclatement du Royaume-Uni. Ça, c'est l'autre rêve. Ah oui. Oui, bien sûr, les Écossais, etc. Ça, c'est encore du grand n'importe quoi. Il tient, ce Royaume-Uni ? Il va très certainement tenir, complètement indépendamment du Brexit. Le parti nationaliste écossais, qui est au pouvoir à Édimbourg depuis 10 ans, s'effondre là dans le scandale, dans les histoires de corruption. La première ministre écossaise a démissionné il y a 1 an. Elle a été arrêtée par la police, son mari aussi. Son mari, c'est le patron du parti. Donc, dans des histoires assez sordides de corruption régionale. Et puis, de toute façon, les sondages montrent que les Écossais ne veulent pas. C'est un peu comme les sondages pour les Britanniques en général. Il y a des sondages avec les petits échantillons qui est évoqués qui peuvent montrer un regret. Mais dès que vous leur demandez est-ce que vous voulez l'euro, ça bascule dans la minorité. C'est pareil pour les Écossais. Si vous demandez voulez-vous que l'Écosse soit un pays indépendant, peut-être une petite majorité peut dire oui. Mais si vous dites, voulez-vous une frontière dure avec l'Angleterre, voulez-vous des douanes éventuellement avec l'Angleterre, bien sûr, la réponse est non, puisque les deux constituent un ensemble depuis le début du XVIIe siècle. Ouais. Mais justement, dans cette volonté française de voir tout le temps l'ombre d'un effondrement de l'Empire britannique, est-ce qu'il n'y a pas aussi la démonstration d'une différence de mentalité entre nos deux pays ? On a des élites françaises qui ont acté depuis une trentaine d'années que la France ne serait jamais plus la grande puissance du monde. Et j'avais vu une conférence de vous où vous disiez, ça peut paraître difficile à comprendre pour des Anglais, mais pour une grande partie des élites et de l'intelligentsia britannique, oui, l'Angleterre peut redevenir la première puissance du monde. En fait, ils n'ont pas abandonné cette idée. Alors, il n'y a pas ce qu'en France on appelle le réalisme, que vous verriez peut-être être pessimisme. Oui, mais nous l'avons vu en France là très récemment avec Gabriel Attal qui a dit et Emmanuel Macron aussi, s'il n'y a pas d'Europe, l'agriculture française s'effondre. Et je le redis ici, et je sais que vous en êtes convaincus, l'Europe, c'est la PAC, c'est 9 milliards d'euros par an qu'on dédie à nos agriculteurs pour vivre de leur travail. Donc sortir de l'Europe, c'est nous priver de la PAC, c'est nous priver, et c'est vous priver, de 9 milliards d'euros par an. Et comble du ridicule, ceux qui vous le proposent,
Ils votent les règles de la PAC quand ils sont à Bruxelles, mais ils votent pas le budget de la PAC. Et ils viennent vous expliquer qu'ils ont toutes les solutions miracles pour régler vos problèmes. Ce qui est évidemment un mensonge. Mais il en est de même pour la puissance mondiale. Si les Britanniques, si la classe politique britannique s'imagine que le pays puisse continuer à être une puissance mondiale, c'est justement à cause de ce que je disais sur l'identité nationale, à savoir que la classe politique britannique ne raisonne plus en termes d'État, mais en termes de valeurs qui seraient portées. Voilà. Et donc, dans la mesure où ces valeurs sont aussi partagées par les Américains et viennent en partie sans doute de l'Angleterre, eh bien, l'Angleterre peut prétendre, c'est faux à mon avis, mais peut prétendre à être le porteur de ces valeurs. Et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir cette prétention. Oui, ceci dit, les mêmes arguments sur la faiblesse, puissance moyenne déclinante, etc., ont été utilisés pendant toute la période de l'adhésion, justement pour faire peur à ceux qui pourraient songer à un Brexit. Oui, ça a été vraiment l'argument le plus utilisé là-bas pour faire urgence. Petite île sans conséquences, petite économie dépendante et tout, exactement les mêmes arguments qu'en France. C'est la même mentalité qui consiste à dire que l'agriculture française ne peut pas survivre sans l'Europe. Quel conseil vous pourriez donner, vous, l'architecte idéologique de ce Brexit, ou l'un des architectes idéologiques, à, je ne sais pas, n'importe quel homme politique français qui souhaiterait se lancer dans une aventure similaire? Quelles sont les erreurs à faire, à ne pas faire? C'est un travail de très, très, très longue haleine, malheureusement. Il a fallu 30 ans, on va dire, si on commence à compter à partir de Maastricht. Il aura fallu 30 ans pour réaliser le Brexit. Donc, si on commençait aujourd'hui, il faudrait envisager de consacrer sa vie. Farage a été député au Parlement européen pendant 25 ans. C'est l'œuvre d'une vie. Donc, ça, c'est la première chose. Quel conseil le problème, c'est que l'Union européenne, c'est un problème grave, mais c'est très loin, malheureusement, d'être le seul. Ce n'est pas la seule organisation internationale à laquelle la France et les autres pays appartiennent. Il y a l'OTAN, il y a l'ONU, il y a tant d'organisations. Il y a un mondialisme qui s'est mis en place, notamment à partir de la guerre froide, qui est très contraignante, avec l'OMC, avec l'OMS, avec toutes les autres institutions, avec l'euro, bien sûr, la Banque centrale. Mais ce mondialisme-là, qui est institutionnel et dont il est très difficile de se dégager, se rajoute aux autres problèmes structurels qui sont la dette, l'immigration, la nullité de la classe politique, de toutes les classes politiques, puisqu'on est quand même époustouflé par la bêtise, n'est-ce pas, de nos dirigeants collectifs en Europe. Donc, malheureusement, je n'ai pas vraiment de conseils, puisque je ne sais pas très bien par où commencer, tellement le travail est long. Voilà. Mais je pense qu'on ne peut conseiller aux gens que de dire la vérité, de dire les choses comme elles sont, d'essayer d'être lucide, de voir la réalité comme elle est et de la présenter comme telle. C'est audacieux de proposer à un politicien français de faire une campagne basée sur la vérité. Ça a rarement porté ses fruits au niveau électoral dans notre pays, malheureusement. Mais il y a un truc que j'arrivais pas à comprendre, c'est que vous avez toujours eu quand même un pied en dehors de cette Europe-là. Vous n'y avez jamais été totalement. Qu'est-ce qui vous manquait que le Brexit vous a donné et que votre simple position d'indépendance ne vous donnait pas, en fait? Là aussi, je pense, c'est la raison pour laquelle je dis et je redis que les arguments constitutionnalistes ont été absolument décisifs, parce que justement, ce n'était pas comme si l'Anglais, l'homme dans la rue, se levait chaque matin en disant « merde à l'Europe ». Non, parce que cela n'impactait pas, ou seulement indirectement, la vie. Donc, ce sont les arguments constitutionnalistes, la lutte politique intérieure du Parti conservateur qui a été décisif. Mais les arguments pro-Brexit ont porté sur la surréglementation, sur le fait que Bruxelles s'occupe de tout. Il est vrai que, bien sûr, sans avoir l'euro, l'impact était beaucoup moindre qu'en France ou ailleurs, ça c'est sûr. Mais néanmoins, il y a quand même les autres institutions, la Commission, la Cour de justice, etc. Voilà, donc, mais le fait est que le Royaume-Uni... Je dis ça parce que les trois piliers de la souveraineté,
c'est la monnaie, la frontière et la défense. Et sur ces 3 points-là, vous étiez quand même relativement indépendant de l'Europe. C'est aussi l'indépendance constitutionnelle. La souveraineté, vous dites, les 3 piliers dont vous parlez, ce sont les manifestations, ce sont les phénomènes. La chose en soi, c'est l'indépendance constitutionnelle. Et là, c'est quand même un point qui résonne dans l'histoire anglaise, puisque là aussi, nous parlions de différences tout à l'heure. Il ne faut pas non plus oublier que c'est le seul pays en Europe qui, depuis la conquête normande, n'a jamais été envahi, n'a jamais connu de troupes étrangères sur son sol. Et puis, avec donc une très longue histoire d'indépendance nationale et puis une très longue histoire d'indépendance constitutionnelle et politique, il me semble assez naturel qu'il y ait au sein même de la classe politique, du Parlement, etc., les gens qui n'acceptent pas que le Parlement, dont on dit qu'il est souverain, est obligé de transposer dans le droit anglais des directives européennes. Est-ce que, parce que ça va être le moment de conclure, vous avez une promo, un message particulier à faire passer, quelque chose que vous aimeriez défendre, rajouter, vendre, si vous avez sorti quelque chose? Non, je voudrais simplement redire ce que j'ai dit, puisque ça me semble la seule chose que l'on puisse dire dans la situation atroce dans laquelle nous nous trouvons tous en Europe. Là aussi, vous avez eu la gentillesse de m'interroger sur le Brexit, comme si le Royaume-Uni était un phénomène à part. Il est vrai qu'il y a bien sûr des différences entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale, mais malheureusement, il y a beaucoup de points en commun. Encore une fois, le même problème de dette, les mêmes problèmes d'immigration, le même problème de fuite en avant politique, un système politique qui produit et reproduit la médiocrité. Je vous renvoie pour illustrer mes propos à la personne qui a été choisie pour diriger la liste aux européennes en France. Cette médiocrité qui se reproduit, mais partout en Europe, ce n'est pas que seulement en France. Il suffit de voir les premiers ministres britanniques pour le constater. Malheureusement, donc tous les pays européens et tous les pays de l'Occident d'ailleurs sont dans une impasse terrible. Encore une fois, avec la dette, ne serait-ce que la dette, cette mentalité qui consiste à croire que nous pouvons vivre pendant des générations et des générations sur les frais qui sont déférés, qui sont reportés pour des imposables futurs, c'est évidemment contradictoire, c'est impossible, ça ne peut pas tenir la route. Et puis cette fuite en avant aussi dans les valeurs, je parlais de cela à propos du nationalisme britannique, mais cela vaut aussi et peut-être surtout pour l'Europe, cette fuite en avant vers les valeurs, cette idée que l'Europe serait porteuse de valeurs libérales, démocratiques, etc., qui empêche à nos dirigeants, et je le dis dans le contexte de la guerre en Ukraine, de voir la réalité telle qu'elle est. Nous pouvons, si nous le voulons, condamner, comme le fait la classe politique européenne, l'invasion russe de l'Ukraine. Mais à quoi servent nos condamnations morales? À quoi sert notre morale? Je pense au conflit de Fashoda en 1898, quand les troupes britanniques et françaises se sont affrontés dans le Soudan. Ça a failli éclater dans la guerre. Ça a failli commencer la Première Guerre mondiale plus tôt, quoi. Et pas avec les mêmes pays géants. Oui, exactement. Voilà. Et c'est une petite colonie. L'armée française s'empare de cette à la source du Nil. Les Anglais arrivent et disent aux Français de dégager. Et le commandant français a cette belle expression qui est aussi celle des Méliens pendant 2000 ans plus tôt à la guerre de Péloponnèse. Il dit à propos des Anglais, en parlant de ce conflit, il dit nous avions les bons arguments, mais eux avaient des armes. C'est eux qui avaient les armes. Et il en est de même pour la Russie. Aujourd'hui, Emmanuel Macron aujourd'hui se fait tout grand en disant oui, nous allons envoyer l'armée française en Ukraine. Nous pouvons désapprouver cette invasion, mais nos dirigeants font comme si la désapprobation, la condamnation morale était une posture politique. Elle ne l'est pas, parce que la politique, c'est l'art du possible, c'est-à-dire c'est enraciné dans le réel et dans la vérité. Et la vérité, c'est que nos pays sont faibles, de plus en plus faibles économiquement, et nos grands rivaux qui sont la Russie, la Chine,
les pays du BRICS, etc., sont en train de se remettre. Nous assistons à un bouleversement du monde, la naissance d'un monde multipolaire, c'est un peu un slogan, mais c'est une réalité. Le BRICS qui aujourd'hui constitue un pourcentage de la population mondiale beaucoup plus important que le G7, pareil pour l'économie selon certains indices, et ainsi de suite. Le monde est en train de changer. Le monde, en fait, la puissance mondiale, la puissance économique de l'Asie et du Moyen-Orient, du Golfe par exemple, c'est déjà acquis depuis que je suis adolescent. Ces économies-là sont en plein essor. Mais là, on est un peu dans et l'Europe est en retard de presque un demi-siècle, je dirais, parce que l'Europe pense toujours, les Européens pensent toujours qu'ils sont porteurs des mêmes valeurs, des meilleures valeurs, etc. Valeurs qui d'ailleurs aliènent de plus en plus le reste du monde, de pans entiers de l'Afrique, par exemple, de l'Asie, sans doute aussi de l'Amérique latine, sont aliénés par nos valeurs dites libérales et démocratiques. Et surtout qu'en plus, on ne les impose même pas. On arrive, on balance des bombes, ça ne marche pas, donc on se casse. Et puis, voilà. Bon, finalement, à part des McDonald's, ils n'ont rien de nouveau, quoi. Voilà. Et cette guerre en Ukraine, elle intervient, et ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Elle est intervenue donc début 2022, à quelques mois seulement de la déroute. Il ne faut pas parler de retraite, de la déroute américaine en Afghanistan. Après 20 ans d'occupation de l'Afghanistan, les Américains ont été une fois de plus humiliés. Voilà pour la première puissance militaire de la planète, humiliés par des milices islamistes, voilà, par des bédouins. Donc c'est ça la réalité. Et tout le monde le voit, sauf en Occident. Et c'est ce décalage entre la réalité et le discours politique qui me préoccupe le plus. Justement, vous avez parlé des BRICS. On a insisté sur les points communs entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni, mais aussi sur les différences. Alors là, c'est un peu de la prospective, c'est un peu du scénario alternatif, ou en tout cas de la prévision. Vous pensez, vous, que le Royaume-Uni ira jusqu'au bout de l'effondrement avec ses alliés de toujours, qui sont les États-Unis, ou est-ce qu'il y aura une prise de conscience, justement, que l'avenir du monde, c'est les BRICS, et l'Angleterre pourrait abandonner cette vieille alliance occidentale pour dire l'avenir, c'est l'Inde, c'est la Chine, d'autant plus que l'Inde, on connaît bien, puisqu'on l'a faite à moitié. Je ne vois absolument aucune perspective pour cela aujourd'hui. Il y a vraiment la même illusion, le même jusqu'au-boutisme. C'est la France multipliée par 10 ou par 100. Ouais. Si en France, on peut déplorer l'atlantisme de la classe politique française, il y a quand même des personnalités en France qui sont lucides, l'héritage gaulliste, etc. Il n'en est rien pour l'Angleterre. Il n'y a absolument aucun élément, il n'y a aucun réalisme, hélas, dans la politique étrangère, aucune tradition gaullienne. Encore une fois, Churchill était moitié américain. Il a commis un de ses plus grands ouvrages d'histoire, c'est l'histoire des peuples anglophones. Il est l'auteur du concept de l'anglosphère. Il est donc porteur de ce nationalisme mondialiste qui est celui de la quasi-totalité de la classe politique britannique. Donc là, je suis effectivement très pessimiste, très pessimiste sur l'avenir de l'Angleterre, oui. Bon, on va pas quitter sur une note d'espoir, mais... Non, je ne vois pas beaucoup d'espoir. Il n'y a pas de force politique actuelle au Royaume-Uni qui ait vraiment cette position anti-atlantiste. La seule force politique, elle est à gauche. Oui. Il y a, notamment avec ce qui se passe en Israël, il y a des remous au sein de la gauche et bien sûr au sein de la population musulmane au Royaume-Uni qui est très importante. Il y a des villes entières qui sont à majorité musulmane. Il y a eu là dernièrement une élection partielle en Angleterre où un vrai radical, un homme absolument brillantissime, mais qui vient de la vraie gauche, un peu comme Mélenchon, mais plus brillant encore que Mélenchon, vient de remporter cette élection. Alors ça va donner des remous, ça va créer des remous au sein du Parti travailliste, mais le Parti travailliste, il est lui, c'est quand même le parti de Tony Blair, donc il est totalement axé lui aussi sur le néoconservatisme, sur l'Alliance Atlantique. Ce sont des épiphénomènes pour le moment. Est-ce que ça va donner quelque chose? Il faudrait vraiment un séisme pour cela. Ouais. Bien, merci d'être venu nous voir. Merci
à l'invité, merci à la régie, merci aux spectateurs, et comme on dit ici, merci Cognac Jet, à vous les studios, à très vite.